Alors, nous allons reprendre nos échanges. Je vous rappelle que vous avez l'interactivité qui est toujours à disposition et je vais vous mettre je vais vous solliciter dans quelques instants pour un nuage de mots. Donc, vous pouvez vous reconnecter si vous êtes déconnecté, si vous avez envie. Il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Vous avez le Wi-Fi et la plateforme d'interaction www.slide.do et le code event, c'est AETE. Pour répondre à une première question. Bon, avant de vous présenter les intervenants, je vais lancer le sondage. Comme ça, vous allez avoir le temps de répondre à cette question dans le prolongement de nos échanges de tout à l'heure. Le nuage de mots que vous allez construire, si vous le voulez bien, c'est quels sont les freins au changement de comportement dans le cadre de la transition écologique. Donc, après tout ce qu'on a entendu ce matin et ce qu'on va entendre justement tout à l'heure, ça va nous permettre aussi de rebondir sur ce nuage de mots. Donc vous pouvez dès à présent remplir plusieurs mots si cela vous dit. Voilà, les freins, je vous invite vraiment. Alors vous êtes pas encore complètement là tous, ce sera peut-être un petit nuage de mots pour commencer, mais c'est pas grave, ce sera vos mots. Alors pour cet échange, voilà, il apparaît déjà, on va le laisser se construire tranquillement. Séverine Millet, j'ai failli fourcher. Séverine Millet, experte de la dimension humaine sur les enjeux climat et de l'écologie, auteure, coach et conférencière à nature humaine. Et vous êtes ancienne avocate et notamment vous étiez spécialisée dans les crimes de guerre contre l'humanité. Finalement, on pourrait presque faire un lien. Guillaume Muller, associé en charge de l'innovation, agence de communication CIDIES, et vous allez nous parler de la mise en récit. Voilà, tous les deux. Anaïs Rossi, vous êtes sociologue à l'ADEME, à la direction de la prospective et de la recherche, et vous intervenez sur les changements, les pratiques sociales, les freins, les leviers au changement. Alors, on va voir comment ça s'inscrit dans ce que l'on a entendu en première partie de matinée. Et Camille Thierry, merci également d'être avec nous. Vous êtes responsable communication à Bruxelles Mobilité. Vous êtes sociologue de formation, urbaniste. Donc, merci aussi d'être là avec nous ce matin. Merci beaucoup. Et Jean-François Caron, toujours présent, le grand témoin de ces assises, qui va porter son regard aussi et interpeller les intervenants quand vous le souhaitez, Jean-François. Allez, c'est parti. Alors, ce nuage de mots, qu'est-ce que cela donne ? Les freins au changement, le capitalisme apparaît en bonne place, les normes sociales, l'égoïsme, les habitudes, la publicité, ben oui, le regard du groupe, effectivement, on a parlé de l'appartenance, la peur du changement, les représentations. Ben, écoutez, bravo pour cette belle contribution collective. Alors, voilà, nous venons d'évoquer donc ces freins. Si on peut le laisser encore un petit peu évoluer, d'ailleurs, en régie, si vous voulez. On peut le laisser quelques instants. Nous venons d'évoquer donc ces freins psychologiques et neurologiques qui peuvent expliquer notre difficulté à changer nos habitudes face à l'urgence climatique. Et justement, bien Anaïs, l'ADEME réalise un baromètre depuis l'an 2000 sur les représentations sociales au changement climatique. Donc on voit l'évolution, il y a déjà un beau recul. Quels sont les enseignements de ce baromètre et quelle est notamment peut-être la place des représentations environnementales dans la population ? Bonjour, merci beaucoup. Donc effectivement, l'ADEME a lancé un baromètre dans les années 2000 sur les représentations sociales du changement climatique. Et donc ça nous permet d'avoir une bonne vision déjà de 22 vagues voilà, sur ces représentations. On voit qu'effectivement, l'environnement fait partie des principales préoccupations des Français. Il y a eu une très nette augmentation en 2019. Qui s'est légèrement affaissée suite à la crise sanitaire, laissant la place à d'autres enjeux comme la santé publique ou les sujets d'immigration, de sécurité également. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les Français ont vraiment pris conscience de l'urgence climatique et de la nécessité de changer nos modes de vie. Ils sont 58%, là on le voit dans le graphique que vous avez sous les yeux, à penser que pour limiter le changement climatique, il faudra modifier nos modes de vie, contre seulement 13% pour la solution technique ou 17% sur la solution politique. Donc voilà, il y a vraiment cette prise de conscience de changer nos pratiques.
et nos modes de vie. Et donc, ça se concrétise aussi pour donner un petit aperçu de ce qui se passe, les tendances qui se passent à ce niveau-là dans la société française. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, on voit que les pratiques évoluent de manière tendancielle en faveur de l'environnement. On ne lit pas grand-chose, mais vous allez nous expliquer effectivement, je vois que c'est pas du tout lisible. Donc, ça s'accélère nettement, où il y a des fortes augmentations, notamment entre 2020 et 2021. Donc, pour lire le graphique, vous voyez peut-être pas. Donc, c'est toute une série d'actions individuelles. Donc, on a trié ses déchets, couper le chauffage ou son chauffe-eau, veiller à acheter des légumes de saison, etc. Donc, dans la partie vert foncé, c'est ce que les gens déclarent déjà faire. En vert clair, ce qu'ils pourraient faire facilement, mais qu'ils ne font pas. Donc c'est là qu'il y a un potentiel, encore des marges de manœuvre à développer. Dans le rouge clair, ce qu'ils pourraient faire, mais difficilement. Où il y a sans doute des freins et un accompagnement un peu plus poussé à avoir. Et dans le rouge foncé, ce qu'ils ne pourraient pas faire du tout. Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on voit que s'il y a des pratiques qui sont déjà plutôt bien ancrées dans les habitudes, comme trier ses déchets, à plus de 80% des personnes déclarent le faire déjà. Dans le rouge foncé, c'est notamment tout ce qui touche la mobilité. Et on voit que voilà, c'est plus compliqué et que finalement, tout ne dépend pas des motivations individuelles, que pour changer, ça a été clairement dit ce matin, il y a tout un environnement social, matériel, économique qui doit être développé pour permettre et favoriser ces changements de pratiques. Alors quel serait-il justement cet environnement favorable ? Alors cet environnement favorable, ça serait déjà de pouvoir avoir des offres matérielles, des infrastructures. Donc, si on parle de mobilité, avoir des aménagements, des infrastructures qui permettent d'adopter ces pratiques. On voit clairement pour la mobilité que moins les territoires sont denses, plus c'est difficile de changer. Donc, c'est clairement lié à une problématique d'offre de transport. Ça vaut aussi, on voit qu'il y a une forte augmentation des pratiques, par exemple, pour acheter des produits avec peu d'emballage. Donc, il y a eu récemment le développement de racks, etc. Donc, si l'offre se développe, les pratiques peuvent plus facilement se développer aussi. Donc, ça, c'est une première chose de faire que l'individu, en fait, n'agit pas seul, il est pris dans des logiques collectives, donc besoin d'une offre matérielle, mais aussi sociale, c'est-à-dire qu'il est pris dans des contraintes aussi familiales, professionnelles, etc., qui vont aussi orienter ces pratiques. Donc c'est tout cet environnement social et les normes sociales plus globalement qu'il va falloir évoluer. Et donc pour ça, il y a un besoin aussi de changer des dynamiques, de développer des dynamiques, des dynamiques individuelles, mais aussi plus collectives au niveau des entreprises, des collectivités, du gouvernement, etc. Alors justement, j'ai une intervention là, c'est aux États de nous imposer le changement, ça n'ira pas assez vite avec la volonté collective. Donc je pense qu'il y a un peu des deux, certainement. Il y a le rôle de la publicité aussi, vous l'avez mentionné. Oui, alors en fait, donc l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir, ça a été dit par Jean-François Caron ce matin et par les autres intervenants également, d'avoir vraiment une vision commune, un cap commun, pour qu'on puisse tous avancer en fait dans la même direction. Donc chacun avance à son rythme. Il y a des pionniers, il y a des gens qui suivent petit à petit, une majorité qui va développer de plus en plus de pratiques. Il y aura toujours des réfractaires, c'est sûr, mais donc, il y a cette logique pour avancer tous dans la même vision, d'avoir vraiment une vision commune et un projet de société commun. Et or, aujourd'hui, ça a été dit, on est dans des injonctions paradoxales où il y a des contradictions, des paradoxes, où même si on a des aspirations acheter une grosse voiture et faire de votre bilan carbone, c'est ça. Voilà, si on a des aspirations fortes à ralentir, à changer de modèle économique, changer de modèle de société, au final, on est dans une société qui nous pousse tout le temps à consommer plus, à aller avoir tout de suite, plus en plus vite, plus en plus loin, etc. Et donc, il y a un enjeu à pouvoir aussi changer ces modèles de société, ces modèles de production, de consommation. Et la publicité, effectivement, est un levier pour faire changer ces normes sociales, ces imaginaires collectifs et aller vers... Dans la Convention citoyenne, il y avait une proposition pour supprimer les publicités de véhicules polluants, par exemple, il me semble.
Ça n'a pas été gardé pour l'instant, mais peut-être, ne sait-on jamais. Alors justement, la mobilité, on va en parler avec vous. Merci Anaïs. Aussi, on peut l'applaudir. Voilà, on garde cette dynamique d'applaudissements. Voilà, donc un premier exemple concret dans un instant qui vise à inciter la population à changer son regard sur la mobilité et à s'engager dans de nouvelles pratiques. On va détourner la pub pour la bonne cause. Il s'agit de la campagne des pieds mise en récit par Bruxelles Communauté. Regardez d'ailleurs ce petit film en introduction. La liberté, c'est un voyage vers le bonheur. Un pas de plus qui nous pousse à aller plus loin. Cette liberté, nous l'avons cherchée pendant des années. We've spent years looking for an alternative mode of transport for short distances. Et nous l'avons enfin trouvée. Nous sommes fiers de vous présenter les pieds. Une technologie unique, inspirée du passé, pensée pour le futur. Бидэд автомашин, автобус, скутер гэх мэтээс илүү үр дүнтэй тээврийн хэлбэрийг хайж байсан. Feet have 26 bones. The first metatarsal bone is the strongest. Produit localement, à base de matériaux 100% naturels. Disponible 24 heures sur 24. There are absolutely no limits. I can use them whenever I like. Feet are so intuitive. Honestly, I feel like I've known the product since I was born. 2 modes de verrouillage. Rechargeable partout. Feet have been tested in different situations, even in the most extreme conditions. Découvrez les pieds. Disponible dès maintenant, en bas de vos chevilles. Moi, je proposerais d'imposer ça dans tous les spots de pub. Non ? Enfin, un minima avant d'interdire les autres, quoi. Camille Thierry, comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce spot détourné, cette communication qui était informative, assez classique à la base, à cette campagne ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors ici, vraiment, il faut expliquer que nous, Bruxelles Mobilité, donc on est une instance publique. On travaille effectivement depuis de nombreuses années sur des campagnes de sensibilisation. Rapprochez bien le micro de votre menton. Voilà. Super. On travaille depuis des années sur des campagnes de sensibilisation à la mobilité durable. On est secondé par une agence avec laquelle on travaille sur le long terme, justement pour avoir le temps de construire des concepts et des récits efficaces. On travaille aussi beaucoup avec la société civile bruxelloise, les associations pro-vélo, piétons, etc. Et on cherche vraiment de nouveaux leviers pour arriver à susciter l'intérêt et le changement de comportement. Alors ici, effectivement, on a un ton un petit peu décalé. On a l'impression de se trouver dans une présentation de produit commercial genre Keynote Apple. Et c'est effectivement quelque chose qui a bien fonctionné parce que du coup, les gens se disent mais oui, mais en fait, il y a les pieds, ça existe. Et d'ailleurs, je l'expliquerai plus tard, mais on a décliné le concept dans le temps à différents moments de l'année. Mais pour que ça fonctionne, ce type de campagne, vous disiez passer de l'informatif à des campagnes décalées, on ne peut pas faire pour tout. Et puis surtout, on doit faire en sorte d'être dans une vision commune avec le public auquel on s'adresse. Il faut qu'il y ait certains prérequis qui soient compris à la base. Donc, par exemple, je prends un projet plus compliqué. Donc, on est passé au 1er janvier 2021 à Bruxelles, à la ville 30, donc aux 30 km/h généralisé. Auparavant, c'était 50 km/h. Là, c'est un projet qui a demandé beaucoup d'investissement et de temps d'information pour donc arriver à nous positionner en tant qu'instance sérieuse avec des réponses aux questions concrètes que se posait le public. Des informations scientifiques. Voilà, déterminer, mettre à disposition des études, des benchmarking de ce qui se faisait à l'étranger, en termes de pollution de l'air, etc., les avantages de ce changement, aussi en termes de pollution sonore, se munir d'indicateurs avant-après, et surtout faire une grosse campagne d'information, donc du tout de boîte sur l'ensemble de la région bruxelloise. On a aussi travaillé dans une dizaine de langues, donc les plus parlées à Bruxelles sur les réseaux sociaux, pour être sûr que tout le monde retiennent l'information. Donc, construire finalement un référentiel commun avec des réponses concrètes aux préoccupations des gens qui, après,
permettent d'aller plus loin. Et effectivement, dans un deuxième temps, on a fait aussi ce type de campagne plus humoristique et plus décalée pour montrer les avantages du 30 km/h. Là, c'était plutôt une campagne d'adhésion un peu plus sympathique. Mais d'abord, un prérequis, c'est se placer sur finalement une confiance avec le public avant de pouvoir, sinon c'est contre-productif. C'est comme pour les campagnes de sécurité routière, là on peut un peu plus aller dans un message parfois un peu dérangeant, bousculant, parce que les prérequis sont là. On sait très bien que boire avant de conduire... L'alcool et la vitesse. Voilà, ça ne fait pas bon ménage, il y aura des accidents, etc. Ça, tout le monde le sait, ça fait 10-20 ans qu'on le sait et qu'on en parle. Donc on peut se permettre plus de fantaisie, entre guillemets, au niveau des campagnes. Là, avec cette campagne, vous allez toucher aussi une autre cible. Ça permet ce que vous appelez le ventre mou, c'est ça ? Oui, on me posait justement la question avant l'intervention, mais comment est-ce que vous touchez les gens qui sont vraiment opposés ? Moi, j'ai dit, on ne cherche pas à les toucher, parce qu'en fait, on s'est rendu compte à Bruxelles qu'on avait une partie de la population qui était tout à fait convaincue. De plus en plus de personnes ont vraiment fait le pas de ne plus avoir de voiture. À Bruxelles, on a un très faible taux de possession de véhicules en fait, par les ménages. Il y a aussi des lobbies vraiment pro-voiture, donc des gens qui vont rester opposés quoi qu'on fasse. On a déjà essayé les discussions, les rencontres informelles, etc. Et donc, on essaye, via ce type de campagne un peu généraliste, de toucher le ventre mou. Donc les personnes qui sont sur le point peut-être de basculer et auxquelles il manque peut-être juste un petit twist pour se dire bah oui, en fait, c'est vrai, on y va. Et puis aussi, il faut savoir qu'on ne fait pas que des campagnes médias. On ne fait plus jamais, en fait, juste des campagnes médias. On travaille aussi dans l'accompagnement sur le terrain, parfois de l'accompagnement individuel. Par exemple, quand on est passé du 50 au 30 km/h, on avait fait un roadshow dans plein de centres commerciaux bruxellois avec une expérience de réalité virtuelle où on donnait donc des casques à des personnes pour faire un trajet à 50 km/h, faire un trajet à 30 km/h, où ils voyaient effectivement qu'ils arrivaient à éviter un enfant qui court après une balle sur le chemin, que leur champ de vision était plus large à 30 km/h, et ils ressortaient finalement plus convaincus que juste en ayant vu un spot à la télé. Aussi pour la campagne des pieds, on avait fait des activations dans l'espace public avec du marquage pour recharger ses pieds autour des bancs publics. Et donc on ne travaille plus jamais uniquement sur le média, mais aussi dans la rencontre avec le citoyen. Donc c'est ça vraiment ce qui assure le succès de cette campagne. C'est vraiment cette approche complètement globale. C'est pas juste un spot. Là, c'est dans la pas nature, juste un spot. Et alors il y a d'autres facteurs de succès. Donc pour cette campagne ici, le public cible était relativement large, mais pour d'autres campagnes, pour moi la clé du succès, c'est aussi d'avoir un bon ciblage. Surtout pour les campagnes de sécurité routière, on définit très clairement avec notre agence un briefing sur base statistiques, études, etc. Quelle population, donc hommes 15-30 ans, telle formation, un tel niveau socio-professionnel, tel ou tel quartier de Bruxelles, et on va définir alors le message qui va le mieux les toucher, par exemple en ayant un influenceur qu'ils connaissent bien, que ce type de public connaît bien, qui va venir intervenir et faire un message un peu différent avec nous pour leur parler. Et un dernier levier, c'est aussi la continuité du récit. Ça, c'est ce dont je parlais avant. Le fait, quand on développe un concept, éventuellement pouvoir le faire vivre dans le temps. Pour les pieds, donc on avait lancé la campagne au printemps parce qu'on fait toujours une campagne de mise en selle ou de démarche, effectivement, mobilité durable, marche, etc., à ce moment-là de l'année. Et puis, donc... Le produit, les pieds, avait été lancé et on a retravaillé sur ce produit en septembre lors de la semaine de la mobilité et du dimanche sans voiture qu'on fait à Bruxelles, avec une campagne sur la multimodalité où on dit « Ah, c'est génial, les pieds sont sortis il y a 6 mois, et ben maintenant ils sont combinables avec d'autres services de transport. » Et donc on avait de nouveau travaillé sur cet aspect sortie, lancement de produits. Ils sont combinables avec le vélo, hein, ils sont combinables avec les trottinettes, avec le train, etc. C'est fou. Vous arrivez à mesurer l'impact? C'est pas facile, j'imagine, parce que tout est tellement imbriqué. Alors, l'impact,
on sait très bien déterminer l'impact d'une campagne par tous les moyens à disposition de mesures, taux de conversion, etc. sur les réseaux sociaux, couverture presse, nombre de vues d'une vidéo. Mais ce qu'on essaye aussi de faire, c'est voir si les personnes qui ont été exposées à nos campagnes, finalement, font in fine la démarche de changement. Et ça, on peut s'en rendre compte soit justement de manière qualitative dans les rencontres qu'on fait sur le terrain avec les citoyens, soit avec des études quantitatives qu'on est d'ailleurs en train de mener pour l'instant. Mais on remarque, en tout cas ces dernières années, à Bruxelles, que la part modale vélo, marche, etc. a fort augmenté. Mais c'est multifactoriel. Il y a la sensibilisation, mais il y a aussi, bien entendu, l'infrastructure. On est aussi responsable de l'infrastructure et on a beaucoup investi ces dernières années au niveau de l'infrastructure cyclable notamment. Et voilà, ça rejoint effectivement, il y a cette motivation intrinsèque de chacun. Il faut que le cadre soit posé. Il faut proposer des solutions. Voilà, qui soient possibles. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Eh bien, maintenant, nous allons détricoter, à partir de cet exemple-là, tous les leviers que l'on peut en tirer. Est-ce que Anaïs Rosy voulait, à ce stade, déjà réagir sur cet exemple ? Oui, je voulais réagir du coup par rapport à l'accompagnement dont vous avez parlé, où effectivement, c'est le processus de changement, c'est un processus qui est complexe, qui prend du temps, qui est long. Et une fois que le cadre est posé dans une situation où on a le choix de faire autrement, il y a tout un accompagnement au changement qui doit être amené pour amener les gens justement dans un cheminement, une réflexivité, se poser des questions. Et donc il y a pas mal de dispositifs d'accompagnement au changement qui se développent, que certains peuvent appeler marketing individualisé, ou plus globalement des changements de comportement volontaires. Donc ça rejoint un peu ce que vous disiez, où l'idée là c'est de s'intéresser à des gens qui sont déjà prédisposés à changer, qui sont ouverts à l'idée d'essayer autre chose, qui ne l'ont pas encore fait, et donc d'amener les gens à passer en fait de ces intentions à l'action, en apportant des informations ciblées, des feedbacks personnalisés sur l'impact de leur propre comportement pour les faire réfléchir sur leur propre responsabilité, leur propre impact, sur les bénéfices qu'ils peuvent y trouver, les conseils personnalisés sur les avantages, mais aussi peut-être les inconvénients qu'ils peuvent avoir à utiliser d'autres alternatives, à faire autrement. C'est aussi expérimenter, donner les moyens de tester des solutions, parce qu'il faut pouvoir faire avec une offre alternative, mais il faut aussi savoir faire, et donc savoir que ça existe, savoir où le trouver, savoir comment utiliser ces solutions alternatives. Et donc c'est tout cet accompagnement-là, de l'information, la prise de conscience au passage à l'action, et je pense que ça va être bien expliqué par la suite, mais qui sont des étapes importantes. L'idée, c'est en fait le changement dépend vraiment pour qu'il soit pérenne, de la motivation intrinsèque. On parlait ce matin du sens, donner du sens, avoir du sens. Et on ne pourra pas engager des gens dans le changement s'ils n'y voient pas d'intérêt, s'ils ne se sentent pas concernés. Et donc, il faut qu'ils y trouvent des bénéfices, un intérêt, du sens. Et donc, une motivation vraiment intrinsèque pour que le changement soit pérenne. Voilà, on s'installe dans la durée. Merci beaucoup. Séverine Millet, alors Guillaume Muller, on va parler un peu de théorie avec vous. Nous allons essayer de théoriser tous ces principes. Le principe du modèle transthéorique pour accompagner le changement des individus et la façon dont les collectivités peuvent s'en emparer également pour accélérer le changement dans la transition écologique des territoires. Alors un modèle, Séverine, qui a été développé en milieu médical au démarrage. C'était pour aider les patients à faire face à leurs pratiques addictives. On revient finalement à ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Pourquoi ce modèle est pertinent dans la transition écologique, et puis peut-être nous expliquer ce que c'est que ce principe du modèle transthéorique. Oui, merci pour l'invitation. Alors, il y a beaucoup de modèles, bien sûr, qui sont compatibles en psychologie sociale, dans toutes ces recherches en sciences humaines, sociales et cognitives. Alors, pourquoi ce modèle il est intéressant à plus d'un titre. Déjà, c'est un modèle, effectivement, qui date des années 80. Et donc, qui a eu le temps d'être expérimenté beaucoup, sous diverses, par des universités un peu partout dans le monde. Et sur différents sujets, et plus récemment sur des expériences qui se rapprochent des questions qui nous concernent aujourd'hui, même si c'est encore un peu balbutiant.
Et c'est un modèle qui s'appelle transthéorique parce qu'il réunit une trentaine donc les deux chercheurs, psychologues américains, Prochaska et Dick Clement, ont réuni une trentaine de modèles et on a fait ce modèle par étapes. Donc ça, c'est le premier intérêt, c'est la validation scientifique et aussi le fait qu'il a été questionné par d'autres chercheurs et consolidé et aussi remis en question. Ça fait partie du jeu. Et moi, j'ai du coup tendance aussi à y adjoindre d'autres modèles. Vous l'avez découvert comment ce modèle, comment c'est... Alors, assez rapidement, parce que je voulais mieux comprendre comment se passait le changement. Et ça, c'est le deuxième intérêt. C'est que très souvent, on pense que changer, c'est passer à l'action, ou c'est le changement en tant que tel. Et on voit que l'action, ici, c'est que l'étape 4. Donc, il se passe des choses avant, il se passe des choses après. Et donc, il y a cette notion de durée dans le temps, et donc le changement se fait sur la durée. Et en 2010, la région Rhône-Alpes avait demandé d'étudier comment les acteurs de sensibilisation sur les territoires tenaient compte de ces connaissances du facteur humain dans la transition écologique. Et ils ont tous... j'ai montré ce modèle. Et ils disaient, nous, on accompagne jusqu'à la préparation. Puis après, on pense que les gens ils vont agir. Et pouf, et c'est fait, c'est parti. Et en fait, non, parce que la phase de l'action aussi est la plus fragile. Déjà, elle est difficile à atteindre et c'est la plus fragile, la plus sujette à revirement. Et c'est le troisième intérêt de ce modèle, je dirais. C'est qu'il intègre les ruptures, les échecs, les retours en arrière, parce qu'en réalité, ce modèle, même si on ne le voit pas là, il est cyclique, circulaire. Et on ne revient jamais complètement en arrière, mais c'est tout à fait possible, effectivement, de revenir, en tout cas, à des états plus fragiles. Et donc, c'est pour ça qu'on considère qu'après, il faut qu'il y ait une consolidation, qu'on appelle aussi maintien, avant que le nouveau comportement soit acquis. Voilà. C'est un modèle individuel ou est-ce qu'on peut l'appliquer aussi au groupe, finalement ? Oui, il a été d'abord modélisé pour l'individu, donc pour des pratiques addictives accompagnées en milieu hospitalier. Et il a été testé aussi par les mêmes chercheurs et deux autres, je me souviens plus du nom, mais dans les organisations, et il a fait ses preuves. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et ce que je vois au fur et à mesure, c'est que ça permet... Alors, on ne passe pas tous par ces étapes. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait démarrer à l'étape 2, à l'étape 3, parfois à l'étape 4. Mais en réalité, il se passe toujours quelque chose avant. Et c'est ça qui est intéressant de voir. Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé jusqu'à l'action et au changement. Et tout à l'heure, on parlait de l'étape initiale, c'est le déni, la colère, le non, je n'irai pas. C'est avant, du coup, ça. Oui. Alors, je peux décrire rapidement les étapes. Ça permettra, voilà. Peut-être deux choses. Ce que je vois, c'est qu'au fur et à mesure que je l'utilise, j'arrive de plus en plus... on arrive, puisqu'on est plusieurs à travailler avec ce modèle, et notamment avec Guillaume, à bien identifier chaque étape, et ça crée des formes de profils d'individus. Et puis aussi, donc, les chercheurs initiaux ont prévu des actions spécifiques d'accompagnement qui sont très intéressantes, mais il en existe d'autres quand on combine avec d'autres modèles de psychologie sociale. Et donc, ça permet d'être très stratégique parce qu'on sait mieux pourquoi telle action va fonctionner ou non avec tel public. Et on voit aussi pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas et on voit les manques. Voilà. Et donc, c'est un modèle que j'utilise à la fois dans les collectivités publiques, en termes de diagnostic et de définition de stratégie, et aussi pour les entreprises. Mais non, pas au secours. Ok, donc les étapes. Alors oui, si on détaille un tout petit peu ces étapes, peut-être avec des exemples. Oui, alors la première étape, c'est effectivement une étape où la personne ne veut pas agir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on ne va pas essayer à chaque étape de faire passer la personne à l'action. On va comprendre qu'en fait, on va l'aider à passer à l'étape suivante. Donc déjà, là, on devient plus stratégique et plus adéquat à la réalité humaine. Donc, quelqu'un qui est dans le déni, en colère, qui ne veut pas, on fait quoi alors ? Oui, alors c'est un peu spécifique. En précontemplation, il y a effectivement les réfractaires, mais il y a les retardataires aussi, ceux qui n'ont pas forcément encore percuté que leur comportement est un problème. Puis après, il y a effectivement des personnes qui sont clairement dans le déni, puis il y a des personnes aussi qui sont climato-sceptiques. Aujourd'hui, on sait que le climato-scepticisme n'est pas une opinion, mais c'est clairement une dissonance cognitive. Donc voilà comment ça s'accompagne, donc de deux façons.
on va réduire à 2 façons. La contextualisation de l'information, c'est-à-dire qu'aider la personne qui n'a pas compris, qui n'a pas percolé en fait entre son acte et le problème, à contextualiser sa responsabilité, à voir en quoi elle est responsable. Et puis, la norme sociale. C'est-à-dire que le changement de l'environnement social est matériel, comme le disait Anaïs tout à l'heure, ou même Camille. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va changer dans la norme. On va partager une nouvelle norme qui n'est pas de prendre sa bagnole, mais de prendre ses pieds. Ou bien l'environnement, voilà, les pistes cyclables sont plus disponibles, ou c'est plus facile d'avoir à disposition une offre de transport différent. Voilà. Donc ça, c'est typique pour les précontemplatifs. Alors, pour les autres, si on continue la boucle. Alors, contemplatif, c'est oui, mais. Enfin, moi, je les appelle les oui, mais. Donc, oui, j'ai compris, mais. Et alors là, c'est la litanie des difficultés, blocages. Donc, clairement, et c'est ce qu'on appelle, tu en as parlé, Anaïs, donc je ne vais pas approfondir, mais c'est la balance décisionnelle. On voit plus la contrainte et le risque que les bénéfices. Donc, il y a un travail sur les bénéfices clairement à faire. La motivation est encore fragile, pas claire. Donc, on va construire la motivation. Et j'utilise une échelle de motivation parce que c'est vrai que plus on va haut dans la motivation, et c'est ça qui est intéressant. On oublie souvent, mais quand on est clair sur les bénéfices et qu'on a une motivation construite, on n'a pas moins de contraintes et moins de risques. C'est juste qu'on les voit moins. Voilà. Donc ça, c'est très important. Voilà. Donc on va travailler beaucoup là-dessus. On va travailler sur l'émotion. On va accompagner la maturation émotionnelle, parce qu'il y a beaucoup de peur. Moi, j'accompagne des dirigeants et je rencontre beaucoup de peur, d'angoisse, de stress, de croyances aussi. Donc, il y a un travail sur les croyances à faire. Croyances que je vais aller au crash, que mon image va être salie parce que ce n'est pas l'image de l'entreprise de faire ça, que je vais devoir fermer des usines. Ça, je l'entends beaucoup. Et voilà, donc ça, c'est les croyances qui mettent dans la peur. Donc, on accompagne, on vérifie que la croyance, elle est vraie. Et on accompagne avec des retours d'expérience qui sont rassurants. Voilà. Là, on est vraiment dans l'accompagnement individuel, hein, très spécifique. Oui, ou collectif, parce que ça peut être un COMEX, ça peut être un COMEX, ça peut être des services, ça peut être une organisation. Bon, ok. Alors après Alors la préparation, c'est clairement qu'on est en capacité, là typiquement, d'accéder à une information très pratique ou à construire son plan d'action. Et là, à ce stade, c'est vrai que ce qui est très crucial, c'est le sentiment de capacité. Alors, le sentiment de capacité, c'est ce qu'il y a de plus prédictif dans la capacité d'une personne à vraiment changer. Voilà. On pense souvent à... Alors, il y a d'autres choses, bien sûr, hein, mais ils sont moins prédictifs. Mais c'est vrai que le sentiment de capacité, c'est plusieurs choses. C'est à la fois avoir un niveau d'information suffisant, mais c'est aussi être conscient de ma marge de manœuvre et aussi que l'action est réalisable et réaliste. Voilà. Et quand la personne se sent vraiment capable, c'est vraiment... une énergie démultipliée pour passer à cette fameuse action, qui est l'étape suivante. Et l'action, c'est le début de l'expérimentation. C'est le début du changement qu'il va falloir arriver à maintenir. Donc là, on va beaucoup être dans l'apprentissage, accepter qu'il y a des étapes dans l'apprentissage, qu'il peut y avoir des retours en arrière, on va jalonner, on va rassurer, on va célébrer aussi, montrer dans une entreprise, par exemple, ou une collectivité, ça va être voilà tout ce qu'on a fait, en quoi c'est bénéfique, vous y avez contribué, et continuer. Et l'exemplarité va être fondamentale. Parce que si vous ne faites pas ce que vous dites, vous demandez aux salariés ou au grand public de changer, que vous, en tant que décideur, vous ne changez pas, vous n'êtes pas en adéquation avec vos paroles, ça c'est très violent pour le changement. C'est vraiment, vraiment très plombant pour tout le monde. Voilà. Donc il y a des choses assez sérieuses à mettre en place. Et voilà, et c'est consolidé ensuite. Voilà. On considère que quand l'action a tenu plus de 6 mois, que le changement est maintenu au bout de 6 mois, c'est consolidé. C'est consolidé, voilà. c'est Après, gagné. je prends les chiffres avec des pincettes parce que c'est des expérimentations. Camille Thierry, ça vous parle, ces étapes du changement ? Absolument, absolument. Il faudrait rallumer le micro de Camille, c'est le 3, je crois, ou le 3. Oui, tout à fait, ça nous parle, dans le sens où c'est quelque chose qu'on met en pratique, effectivement, dans le cadre de
nos démarches, et surtout lead by example, effectivement. À Bruxelles, on a la chance d'avoir, en tout cas au niveau de nos dirigeants du cabinet de ma ministre, ils vont tous à vélo, avec des vélos cargo pour transporter leurs enfants à l'école. Donc c'est clair que là, au moins, on n'a pas le reproche ah oui, mais regardez, ces politiques qui continuent à utiliser la voiture alors que nous, on nous demande de faire un transfert modal. Et effectivement, c'est les démarches qu'on utilise, surtout dans l'aspect contemplation et préparation. Aussi de donner un maximum d'informations, de prévoir les infrastructures nécessaires, de faire du prêt, éventuellement de matériel type vélo cargo pour que les personnes puissent découvrir. On travaille beaucoup avec le tissu associatif local pour faire ce genre de choses, pour que les gens puissent tester avant d'adopter. Merci Jean-François. Vous souhaitiez aussi réagir sur ce modèle? Oui, ce que je voulais dire à cet endroit-là, c'est en vous écoutant les uns après les autres, la perception que, en fait, la difficulté dans laquelle on est, c'est que les résistances au changement, puisque c'est bien de ça dont on parle, sont de caractère multifactoriel. Et si j'en prends quelques-uns dans ce qu'on a entendu hier, on a parlé du rôle des multinationales, et là on a cité le capitalisme comme étant un méga émetteur sur des affiches 4x3 d'un certain nombre de messages qui ne vont pas vraiment dans le sens de ce qu'on dit ici. Donc c'est une résistance au changement sur la puissance du marketing et de la publicité. On peut parler des attachements perso. Hier, je parlais du Nutella. Je ne sais pas pourquoi je suis parti à vous parler de ça, mais on pourrait dire nos attachements culturels. Le mode d'éducation qu'on a eu, l'éducation silencieuse qu'on a eue. Tout à l'heure, on parlait de l'approche genrée. Et quand on n'a pas exactement les mêmes postures avec les petites filles ou les petits garçons, quand ils sont tôt en capacité d'absorber, eh bien, ça ne va pas donner exactement les mêmes choses après. Et donc, les attachements perso, un des sujets à travailler avec Bruno Latour, sur comment, là-dessus, on mène un travail au long cours. Ceux qui ont des pertes de pouvoir, si tu travailles chez Total à la raffinerie, on peut te raconter ce qu'on veut. À un moment donné, le type ou la femme, elle perd son emploi. Si on a beau lui dire tu feras des pales d'éoliennes, bah oui, mais moi ce que je sais faire, c'est être dans une raffinerie de pétrole. Donc les pertes de pouvoir. Ne pas comprendre la relation de cause à effet. Si je conduis mes enfants en voiture à l'école, je participe du dérèglement climatique. Mais pour l'avoir travaillé dans ma commune, il y a 9 personnes sur 10 qui ne font pas cette connexion. Donc le décryptage de comprendre en quoi je suis une part du problème et donc de la résolution, c'est loin d'être gagné. La peur du nouveau, la peur de la page blanche. Il m'est arrivé, c'était dans l'Albigeois, magnifique pays du sud-ouest, avec des agriculteurs qui disent, vous savez, M. Caron, au final, nous, on est dans le bon sens. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas trop ce qu'on va gagner, donc le bon sens. Et donc, on va attendre de voir. La nouveauté, ça peut effrayer. Bref, ce que je voulais dire par ces quelques exemples, c'est que l'ADEME avait fait un travail avec Bernard Catla il y a longtemps sur ce qu'on appelle les sociostyles et la façon dont on va se comporter les uns les autres. Il y a les opportunistes, il y a les moralistes, il y a il y a différents types de profils. Et moi, ce qui m'inspire quand je vous entends, c'est pour ça que c'est si compliqué. C'est parce qu'il faut multiplier les typologies d'approche en fonction des typologies de résistance au changement. Et je trouve que c'est intéressant, du coup, dans la table ronde, d'entendre ces différentes... Il y a des gens qui vont fonctionner au nudge. Les opportunistes, ils vont être contents si on dit moins 1 000 € sur une voiture électrique. On a opportunisme, je me saisis de l'opportunité. Et puis son voisin ne va pas du tout fonctionner à ça. Et alors, ça fait en même temps... c'est la complexité de ce sur quoi on est, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, juste peut-être 2 exemples d'expérimentation aussi qui ont essayé de réunir tous ces profils dans une même salle pour voir qu'est-ce qui pouvait se passer. Donc la première, c'est une expérience avec les propriétaires de forêts privées qui en fait ont créé des rendez-vous justement, ils structuraient les rendez-vous de façon à inclure les précontemplatifs et de façon à ce qu'ils soient plus positionnés en sachant aussi valoriser. Et tout le processus de rencontre visait justement à créer des représentations communes autour des changements nécessaires pour gérer les forêts.
et assurer leur durabilité. Et c'est des choses qui marchent plutôt bien. Moi, j'ai vécu ça aussi parce que j'étais très impliquée dans la Convention des entreprises pour le climat, qui accompagne 150 dirigeants et leurs 150 Planet Champions. Et donc, j'étais en charge d'une partie du programme. Et c'est vrai qu'on a voulu que ce programme soit très fédérateur, c'est que ça crée beaucoup de liens, parce qu'il y a une des règles aussi du changement, on l'a dit ce matin, qu'on ne change pas tout seul, on change mieux collectivement, on change mieux en réseau, et c'est d'autant plus vrai pour les décideurs et pour les personnes qui, en fait, c'est pas d'autant plus vrai pour les décideurs, c'est d'autant plus vrai qu'on est en contact avec des gens comme nous, qui ont les mêmes intérêts, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes niveaux de décision, les mêmes challenges, etc. Moi, je l'ai observé en faisant une étude sur l'implication des élus dans les dispositifs plan climat. Et je l'ai observé au contact de ces dirigeants aussi, qui ensemble, en fait, s'auto-portaient. Et j'étais intéressée d'entendre un des dirigeants qui était présent, dirigeant d'un grand groupe européen international, dire « Ah, mais avec l'Ukraine, moi, franchement, j'ai failli pas venir, j'avais d'autres priorités. » Et tout d'un coup, il s'est repris et puis il a dit « Ah oui, non, mais en fait, ça, c'est prioritaire, d'être là avec vous et de travailler mon plan d'action. » Donc, j'ai senti qu'il y avait sa hiérarchie des priorités avait changé grâce à cette mise en réseau et ce soutien. Et on les a beaucoup fait témoigner entre eux de leur processus de transformation. Et c'était hyper émouvant. Il y avait des dirigeants qui pleuraient parce que c'est chaud, en fait, de changer. C'est super dur, quoi. Et ça les challenge, ça les met en danger, en difficulté, et leur structure parfois aussi. Et donc, du coup, c'était très soutenant de construire cette communauté. Voilà. Il y a une question sur le temps. Est-ce qu'on a le temps de passer par toutes ces étapes face à l'urgence climatique? Ça prend combien de temps en moyenne, hein? Alors, ça prend beaucoup, beaucoup de temps d'essayer de faire changer les choses très vite, massivement. Ça prend beaucoup moins de temps de prendre le temps de faire les choses correctement, en fait. Moi, c'est ce que j'observe, parce que j'ai souvent cette réflexion, comme j'accompagne beaucoup de projets sur des territoires où justement ça coince, alors on regarde ce qui se passe, on me dit « Ah ouais, c'est super, oui, effectivement, là, ça va débloquer ou ça a débloqué, mais ça prend du temps. » Je dis « Oui, mais regarde, ça fait 10 ans que ton projet est bloqué. » Oui, ok, donc là, c'est tout relatif. Mais en moyenne, quand même, si on suit les étapes, c'est quoi? Ah, oh là, alors ça, je ne vais pas trop m'avancer, parce qu'il y a certaines recherches qui ont évalué ça, mais ça ne correspond pas au type de changement qu'on accompagne. Okay. Donc, mais en gros, oui, il faut une dizaine d'années. En fait, est-ce qu'on peut rester en pré-contemplation et en contemplation assez longtemps si ça n'est pas accompagné, en fait. Donc, voilà, mais ça... Je ne vais pas m'avancer, je trouve. D'accord. Jean-François, vous souhaitiez préciser et ensuite on va parler de juste sur cette question du temps long, temps court, hein, qui est une question récurrente de la durabilité, puisque là on est en sciences humaines et sociales dans nos discussions. Moi j'ai été frappé dans ma pratique de 20 années de maire du rôle des événements et des effets cliqués à certains moments. Alors des fois c'est décevant parce que le Covid a provoqué plein de transformations. Et après, on est revenu en arrière, pas complètement, mais on est revenu en arrière. Et donc, du coup, s'appuyer sur les événements, mais vous venez de citer la guerre en Ukraine, par exemple, je pense que c'est un des éléments importants en fait, c'est comme si on avait des longues maturations, mais c'est très bien décrit. Et à un moment donné, il se passe quelque chose, et hop, moi, j'ai envie de vous proposer la formule, d'abord des déclics plutôt que des solutions. Parce que le jour où on a ce déclic, à ce moment-là, on rentre dans une autre étape de construction d'une alternative à ce qu'on était avant. Et les événements, c'est du coup précieux. Et comment on les crée, surtout s'ils ont une portée collective. Alors soit on les subit, soit on les crée. Comment on organise des fêtes de la transformation. C'est un concept comme ça, là, voilà, qui mériterait d'être trituré un petit peu. Jean-François aussi fait de la mise en récit. C'est parfait. Alors Guillaume, le spécialiste de la mise en récit, notre conteur ce matin, c'est quoi la mise en récit et pourquoi ça peut nous faire bouger aussi? Bonjour. Je vais répondre à titre très perso. J'ai la chance de partager la vie d'une scénariste de série. Et donc, quelle série? Engrenage récemment. Ah, quand même. Et elle travaille sur un nouveau projet. Et donc, je suis bassiné et j'essaie de mettre à profit ce qu'elle explique. Et c'est un métier où le mot d'addiction est positif. Ce qui est horrible. Parce que quand on est revenu chez soi un soir, on s'est dit, je vais regarder un épisode. Et puis en fait, 5, au milieu de la nuit, à qui c'est arrivé ici de regarder plus qu'un épisode? Ah oui.
On est bien d'accord? Voilà, Maintenant, je vais vous poser une autre question. À qui c'est arrivé de regarder une campagne publicitaire pendant toute une nuit? On est d'accord. Et à part les nuits des plus c'est ça, non? Oui, qui d'ailleurs n'existent plus. C'est vrai? C'était bien pourtant. Dans les années 80 et 90, ça, oui, on aimait bien ça. Depuis, il s'est passé des déclics. C'est ça. Je suis du mauvais côté puisque je parle de la publicité et que c'est mon métier, ou plutôt c'était mon métier. Parce que c'est vrai que l'agence dans laquelle je travaille, on essaye plutôt de faire de la communication au beau sens de ce mot. Et il n'y a pas une ONG, pas un événement le plus alter qui soit, qui se dira « Ah non, je ne vais pas faire de communication, c'est le diable ». Et donc, on a un sujet sur comment on continue à faire de la communication, qui est quelque chose de génial, sans faire de la pub ou de la com, qui a cassé en fait la confiance. Nous, les communicants, des deux côtés, dans les agences et chez les annonceurs, on a cassé la confiance. Et on l'a cassé avec un outil tout simple qui s'appelle l'USP, Unique Selling Proposition. Et c'est quelque chose qui dit un message publicitaire, pour bien marcher, il doit être simple, court et positif. Et donc, dans les agences, il y a des gens qui sont payés parce qu'ils sont talentueux pour trouver le truc qui... 3 mots, une image. Le slogan, quoi. Le slogan, voilà. Le key visual, l'affiche. Et en fait, comme on le constate, on est bien dans un sujet de rapport au temps et dans un postulat que ce qu'on veut obtenir, c'est un acte, comme tu disais, alors que ce qu'on veut obtenir, c'est un changement. Et donc, on a usé jusqu'à la corde cette instantanéité avec des spots courts. Et aujourd'hui, on a une tendance très forte, pas que au zapping, l'exposition aux messages, par exemple sur YouTube, les pré-rolls que vous connaissez, les stats, c'est que les gens, ils zappent à 3 secondes, 4 secondes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des 6 secondes qui se vendent. Hein. Et donc, on a usé jusqu'à la corde ce format de l'instantanéité. Et puis, on a appuyé sur le bouton bas instinct, le côté négatif, le côté sombre du striatum. Et aujourd'hui, le récit, c'est intéressant parce que ça casse ça. Parce que quand vous regardez une série, vous lui donnez quoi? De votre temps. Du temps que vous donnez à personne quasiment. Parce que quand est-ce que vous restez éveillé jusqu'à 2 h du mat'? Qui réussit à vous faire réveiller? Même quelqu'un que vous adorez, qui vous parle, à un moment, vous endormez, quoi. Et donc, dans la narration, il y a un truc puissant. Et ce truc puissant, la pub est complètement passée à côté. C'est incroyable. Mais ce n'était pas assez instantané. Ce truc puissant, c'est que le héros, qu'on présume avec une cape blanche et invincible, en fait, c'est le contraire. Il a d'énormes problèmes. Et quand il n'en a pas, il va s'y fourrer, lui-même. Et c'est pour ça que ça nous intéresse. Pourquoi? Parce que ça nous fait penser à quelqu'un. Elle dit, ah, peut-être ça peut me servir de voir comment il s'en sort, parce que j'ai besoin moi aussi. Et donc, on a une logique où on n'a plus un message unique, simple, court et positif, mais on a quelque chose de long, quelque chose qui n'est pas simple, qui est nuancé, et qui n'est pas que positif, parce que ça parle de problèmes, et de problèmes qui foutent les chocottes. Et là, de quoi on est en train de parler? On est en train de parler de l'effondrement. Ça ne fout pas les chocottes? On a un ressort dramatique formidable. C'est terrible, parce qu'on aurait préféré pas l'avoir. Il y a eu un film, d'ailleurs, Don't Look Up. Ils ont bien... Quoi? Don't Look Up. Don't Look Up, ouais. Le film, ouais. Voilà. Ouais. Mais ce serait encore plus terrible de ne pas l'utiliser, de ne pas le regarder d'abord et de ne pas l'utiliser. Et donc, en fait, quand on est une marque et qu'on a tendance à faire un spot, on va alimenter la machine à douter. Mais quand on réussit à se dire, si je racontais une histoire, on va devoir vaincre un réflexe très fort, qui est, faut pas que je parle de ce qui fait peur, je vais perdre les gens. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, hein? Bon sens. Mais si on les perd, si on continue à faire de la pub, on les perd aussi. Donc voilà, il faut parler aussi de ce qui fâche. Les sociologues appellent ça le grand péril, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il y a une deuxième jambe cruciale qui est le grand but. Et le grand péril, oui, il éveille l'attention, il capte l'attention, et si on ne met pas un grand but derrière, on va créer du déni, parce qu'on ne parle que de ce qui déprime.
Mais si on met un grand but derrière, le grand but canalise l'énergie que le grand péril a mobilisée. Et donc voilà, c'est une autre manière de travailler les messages. En quoi c'est en lien? Je ne suis pas en train de vous parler d'autre chose que du modèle transthéorique, qui pour nous est formidable, et je vais en dire 2 mots après si je peux. C'est qu'on a un outil pour développer des messages dans la durée. Et on ne va pas dire « Ah, encore cette campagne, ça fait 5 ans qu'il la passe », parce que ce ne sera pas le même message en fait. Et la deuxième chose qui est intéressante pour nous, la deuxième chose qui est intéressante pour nous dans le modèle transthéorique, c'est que on a un vocable que tu as utilisé qui est cibler les gens. On essaye de changer ce mot, parce qu'une cible, c'est immobile et ça ne répond pas. Ce serait assez drôle qu'une cible réponde d'ailleurs. Mais on considère qu'aujourd'hui, vraiment, on ne peut plus dire que les citoyens consommateurs ne répondent pas. On est d'accord. Et donc, on préfère parler soit de profil, comme tu l'as fait, ou de public, ou d'audience, etc. Toujours est-il que ça s'écrit avec un S. Et effectivement, on va aussi essayer de détacher notre travail de poche de population, mais plutôt de phase. Et on ne va pas dire, il y a les récalcitrants. On va parler aux gens qui sont en précontemplation. Et pour prendre un exemple, si on travaille actuellement sur une marque de fromage végétal, c'est bien si je prends un exemple. Il y a plein de gens qui vont dire « Ah, le fromage végétal, mais non, m'en parlez pas ». Par contre, ce dont on peut leur parler, c'est alimentation et climat, quels impacts. On ne va pas leur dire « Achète mon fromage », parce qu'ils ne vont pas l'acheter en fait. Et si on en parle assez longtemps, ils vont peut-être arriver dans une situation où ils vont être réceptifs à un article sur les nouveaux fromagers, les fromagers engagés. Et ce fromager engagé, non seulement il prend uniquement du lait d'alpage local, mais aussi il travaille sur le lait végétal. Ah bon? Quel crime! Mais non, mais il le fait parce qu'on a envie de continuer, etc. Et puis quand la personne aura admis qu'il puisse y avoir des nouveaux fromagers qui travaillent sur des nouvelles recettes, qui ont fait l'école laitière de Mamirol, comme les anciens fromagers, et derrière, il va pouvoir être intéressé qu'on lui raconte « Ah, bah, il y a de plus en plus d'enseignes, il y a de plus en plus de magasins, c'est possible de commander en ligne, c'est les tips, les solutions concrètes pour s'y mettre. » Et puis quand il se dira « Ah, il y a un magasin près de chez moi », et qu'il y est allé, on lui dira les recettes, etc. Et puis quand il aura fait des recettes et qu'on aura besoin qu'ils se maintiennent pendant 6 mois et davantage, on dira les impacts positifs des changements d'alimentation sur le climat. Et voilà une mise en récit. Alors oui, il y a une question et ça peut rejoindre la suite aussi. Quels outils pour influencer les agentes publiques dans les activités professionnelles? Alors, comment on peut embarquer les collectivités avec ce modèle transthéorique? Ouais. Alors j'ai l'impression en fait que on touche un point super intéressant. Ça a l'air une révolution. Ah, on va parler de ce qui fâche. Ah, on peut plus cibler les gens, etc. Pour autant, c'est déjà beaucoup dans le tuyau ces histoires, parce qu'avec le digital, on a beaucoup développé cette notion de parcours utilisateur, de parcours client. Et on sait, par exemple, qu'il y a un mot barbare qui s'appelle le taux de rebond. C'est tous les gens qui viennent et puis qui s'en vont. Et donc, ça dit bien que c'est des gens intéressés. Et puis, il reste que 30 secondes ou que 1 minute. Et donc, pour améliorer le taux de rebond, on développe des discours successifs. Les étapes, c'est quelque chose qui est vraiment clé dans le CRM et dans le digital. Donc, le métier est pratiquement mûr, les agences sont pratiquement mûres pour arrêter l'unique selling proposal. Sur les collectivités, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup tendance à classer les gens par poche. En fait, pour nous, une des clés, c'est de repérer les comportements qui sont prêts à basculer. Parce que c'est des gens qui sont, entre guillemets, entre deux poches. Et c'est là qu'on va être efficace. Et donc la solution, évidemment, on peut cibler à l'ancienne en disant « c'est les CSP ». On s'est rendu compte, c'est grâce à toi que j'ai découvert, que les CSP, qui sont un autre dogme du métier de communication, les catégories socio-professionnelles, il ou elle vit en ville, un tel revenu, tel nombre d'enfants, tel âge, etc., ne sont prédictifs ou explicatifs que pour 9% des changements de comportement. C'est vraiment très peu. Ce n'est pas juste une étude, c'est une méta-étude qui consolide pas mal d'études, je ne me trompe pas. Et c'est assez récent. Donc on a ce canal, les CSP, on peut aussi dire qu'on va faire un sondage dans la population pour voir où en sont les concitoyens.
on peut aussi dire, et c'est probablement le plus efficace, qu'on va apprendre en faisant. C'est-à-dire on va envoyer plusieurs messages, un message qui s'adresse à la pré-contemplation, à la contemplation, etc. et voir qui clique. Tu le disais, on peut bien mesurer l'efficacité brute, mesurons l'efficacité phase par phase. Et là, on va pouvoir associer, dans les limites du consentement éclairé, de l'opt-in, associer un nom ou un centre d'intérêt sur les réseaux sociaux à tel stade. Et on va pouvoir dire, ces gens-là, on va leur adresser le message pour passer à l'étape suivante. Et donc, c'est un accompagnement beaucoup plus matriciel et beaucoup plus attentif. Ça demande du temps et de l'argent, c'est horrible, mais c'est ce qu'il faut, c'est ce qui fait gagner du temps, de prendre du temps. Oui, et on n'en a pas beaucoup, donc autant être efficace. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'on peut juste remettre la... Oui, alors la slide, mais je crois qu'on l'a perdue en route. Vous avez quoi comme slide en régie? Après les 5 étapes, c'est ça, hein? Ou on revient sur les 5 étapes? Il y avait ça. Juste pour dire à quel point tout ce qui change dans la communication. Avant, on voulait faire changer les gens d'achat. Là, on veut faire changer de mode de vie. C'est autre chose. Donc, c'est beaucoup moins instantané. Ça prend beaucoup plus de temps. C'est plus seulement sur les CSP, c'est beaucoup plus sur les déterminants psychologiques dont on a parlé. Ça n'est plus seulement positif, cuit, les oiseaux, les fleurs. C'est sur plein de tonalités. Et ça n'est plus les gens. C'est des évolutions et des profils et des attitudes. Et aussi, il y a un truc dingue dans le métier de la communication, c'est la répétition, c'est la réputation. Et ça, c'est très ancré dans les réflexes de communicants. Il faut bombarder. Et en fait, si je vous avais répété pendant tout le temps que cette conférence allait être passionnante, 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 on aurait vu les limites de ce dogme. Et enfin, il y a un autre dogme qui est le call to action. Donc, un message toujours terminé par un call to action. Eh ben non. Dans plein de cas, on est en pré-contemplation et on n'a pas envie qu'on nous dise ce qu'il faut faire. On a envie qu'on nous instruise. C'est tout le travail que tu disais sur l'amont, expliquer les impacts. Bravo à tous les deux pour cette présentation en duo du modèle transthéorique. Juste, Camille, vous avez fait appel à une agence pour construire toute la campagne, j'imagine, avec ces prérequis. Alors oui, comme je disais au début, on travaille avec la même agence pendant plusieurs années sur base d'un marché public pour se donner le temps aussi d'avoir les mêmes interlocuteurs pour construire justement un récit qui fonctionne et prendre le temps d'avoir... et prendre le temps d'avoir quelque chose qui marche et qu'on peut réutiliser dans la durée. Et puis, on travaille beaucoup aussi avec le secteur associatif. Et pour la petite histoire, enfin, je ne vais pas sortir tous les secrets de la campagne des pieds, mais ça fait des années qu'on promeut, par exemple, beaucoup le vélo à Bruxelles. Et puis, on promeut aussi la marche. Mais la marche, finalement, c'est un non-moyen de transport, la marche. Voilà, tout le monde là, les pieds, et c'est parti de là, quoi. C'est essayer de remettre l'intérêt en mode lancement de produit, on se moque un peu, hein, mais de remettre l'intérêt sur quelque chose qui va de soi. Et c'est vraiment comme ça qu'on a construit le travail avec les associations aussi piétons, parce qu'il y avait relativement peu d'associations pro-marche à Bruxelles et de groupes de pression pour améliorer l'infrastructure, à part les personnes à mobilité réduite, mais peu de personnes pour être dans des groupes de pression pour améliorer l'infrastructure piétonne. Et dans le cadre à ce moment-là du lancement de la campagne Marche, on a aussi lancé la plateforme qui regroupait justement les différentes associations piétonnes à Bruxelles. Merci. Une question du public. Comment gérer la communication quand au même moment on peut avoir des personnes à différentes étapes de changement dans l'audience? Comment vous faites pour gérer ça? Il faut choisir, entre guillemets, ses combats. C'est-à-dire, soit on veut parler à ces différentes catégories en même temps, et donc il va falloir faire différents messages, et idéalement, plusieurs messages différents pour chaque phase de changement, pour voir ce qui réagit le plus. Et si on n'a pas les moyens, eh ben, on commence par celle peut-être qu'on considère qui a le plus de potentiel. C'est une bonne idée de commencer par ceux qui sont en préparation, parce qu'ils sont au bord de passer à l'action. Mais il y a aussi cette autre idée que le bon moment pour planter une forêt, c'était il y a 100 ans, ou bien c'est maintenant, parce que ça va prendre 100 ans, donc vite.
Donc voilà, prioriser. Séverine. Après, c'est justement le modèle, le modèle ou d'autres modèles permettent d'identifier aussi la problématique de l'entreprise. Effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui lancent des produits éco-conçus ou éco-responsables et dont c'est pas l'image, c'est pas la clientèle, et donc c'est des échecs. Et effectivement, si on sait où se situe cette clientèle, on est plus en capacité de l'accompagner dans le changement de comportement, en fait. Donc il y a cette idée que on va pas considérer le changement comme acquis et qu'on va prendre ces précautions par rapport à ce public spécifique. Merci beaucoup, Jean-François. Vous souhaitiez réagir? Oui, ce qu'on a remarqué sur un certain nombre de territoires, je reviens toujours quand même, là, moi je ne suis pas expert en pub du tout, mais c'est plutôt sur comment dans les territoires on a observé des choses. Ce qu'on développe, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus, c'est il y a 2 paramètres qui nous paraissent très importants dans les transformations sociétales dans les territoires. C'est à quel moment les acteurs, les gens, au sens large, peuvent être acteurs de la construction de la réponse. C'est-à-dire que les processus de co-construction nous semblent extrêmement féconds pour qu'ensuite les décisions qu'on va prendre amènent à de l'implication. Donc, mais ça renvoie à la question des neurosciences et au travail, à ce qui a été évoqué tout à l'heure. Donc, le processus de transformation, de co-construction est un processus de transformation personnelle, de capacitation, d'empowerment, de retrouver du pouvoir d'agir, parce que je comprends mieux, je décrypte les enjeux, j'entends d'autres points de vue, et du coup, ça me transforme avec un but au bout, donc ça va servir à quelque chose. Je trouve que ça vaudrait le coup. Moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, de votre expérience, comme j'aurais bien aimé entendre tout à l'heure les 2 chercheurs en neurosciences. Mais ils peuvent reprendre la parole. Que le deuxième sujet qui nous paraît très important, c'est que les gens changent quand ils sont dans l'action. C'est-à-dire qu'ils y viennent pas forcément avec une conviction extrême, mais c'est l'intérêt de la force du collectif, c'est qu'on monte dans le bateau, d'où l'intérêt des normes sociales, ce qui a été dit, et que effectivement c'est plutôt tendance d'aller dans ce sens-là que dans un autre sens. Et quand on est dans l'action, ça transforme. Alors que les conférences, là, la tribune fut-elle sympa, bon, voilà, c'est ok, on entend, ça améliore la précontemplation ou la compréhension des enjeux. Ça ne déclenche pas forcément de passage à l'acte de manière aussi limpide. Et donc, les territoires qui arrivent à mettre en place des actions qui sont elles-mêmes transformatrices du corps social, enfin du corps collectif qui participe, me semble précieuse pour basculer d'une étape à l'autre. Je ne sais pas ce que vous avez comme avis là-dessus dans le processus de réelle transformation. Anaïs, vous souhaitiez? Alors, sur la deuxième question, oui, je pense que c'est important de mettre dans l'action et l'objectif de ce processus-là, c'est d'amener les gens à cheminer pour aller dans l'action. Et effectivement, plus il y aura de lieux, d'endroits où les gens pourront expérimenter, tester, essayer, découvrir des choses, plus ils pourront se mettre dans l'action aussi. Et on n'a pas tout à fait parlé de ça, on a un peu évoqué les bons moments, etc. Voilà, la temporalité. À quel moment on peut peut-être cibler? Ouais, je pense que ça peut être intéressant aussi pour se mettre dans l'action. C'est-à-dire si on a fait une étude là, récemment à l'ADEME sur les événements de la vie comme opportunité de changement. En fait, les gens sont tellement pris dans leurs habitudes, dans leur routine, que finalement, on peut aussi arriver à se saisir de ces moments de vie qui vont créer des moments de latence, des moments où on va de toute façon être amené à se réorganiser, à repenser ses habitudes, à chercher des informations, que ce soit l'arrivée d'un enfant, un changement professionnel, un déménagement, le passage à la retraite. On va être amené à ce moment-là à se reposer des questions sur ses propres pratiques, sur son mode de vie. Et donc ça peut être des moments aussi intéressants pour aller apporter des informations, pour faire prendre conscience, des informations sur comment faire, comment essayer sur l'offre locale, alimentaire, de transport, etc. Et donc il y a un enjeu à s'appuyer aussi sur les relais locaux qui sont plus proches des différents publics pour apporter des bons messages au bon moment, en fait, dans ces moments de latence où les choses bougent de fait
et où on est plus alerte pour entendre des messages et pour expérimenter des choses, quoi. Ouais. Bon, prenez votre micro, Guillaume. Oui, je voulais ajouter, je me suis rendu compte que j'ai oublié de le dire, c'est que pour cet aspect de co-construction, une des clés pour construire des grands récits, des récits collectifs, c'est pas de les construire entre communicants, justement. Et donc, on a cassé ça, et on le fait en coproduction, mais surtout avec des non-communicants, qui sont des gens auxquels le message est destiné et qui seront les premiers à le relayer ou non. Souvent non. Donc, ça passe par une subjectivité du message qui dit que la vraie réalité, c'est celle que les gens perçoivent, en fait. Et donc, nous, on a beaucoup d'enjeux en interne dans les entreprises ou dans les collectivités ou les ONG, où on voit que la première histoire qu'il faut faire évoluer, c'est l'histoire que l'entreprise ou la marque raconte sur elle-même. Parce qu'elle se la raconte à elle-même, en fait. Et donc, on fait rentrer des gens, des RH, de l'innovation, du commercial, etc. C'est formidable de faire rentrer des commerciaux dans une réunion de communication, parce que traditionnellement, les communicants dénigrent les commerciaux, ils ne savent que vendre. Et donc, c'est un grand sujet de souffrance dans les entreprises. Même chose entre le marketing et la communication, ça, c'est des frères ennemis. Et donc, on fait des réunions qu'on appelle d'abord des sessions vérité, ensuite des sessions utilisateurs, où on torture-teste des intrigues, et on les fait critiquer par des gens qui n'avaient pas voix au chapitre avant. Et c'est vrai que derrière, on peut dire c'est agir qui fait changer. Quand on change l'histoire qu'on se raconte, c'est un acte neurologique. On active d'autres circuits. Ça se passe dans le monde de la matière. C'est un acte, en fait. Et c'est vrai que c'est mieux si derrière, on le fait exister avec des briques ou des champs ou des déchets. Mais c'est vrai que c'est plus le job et la compétence des collectivités et des entreprises que celle des communicants. Parce que, sinon, il faut faire des chantiers. Et c'est vrai que je vous appelle tous à aller ouvrir un écolieu ou à participer à un écolieu, mais pas plaquer tout d'un coup. Merci Guillaume. Un petit sondage pour vous, une question si vous voulez bien participer. Seriez-vous prêt à vous appuyer davantage sur les apports des différentes disciplines que l'on a abordées ce matin? Alors ça a été, il y a eu les neurosciences, les sciences cognitives, la sociologie, la mise en récit, d'autres, etc. Il y en a la psychologie sociale, le modèle transthéorique. Bon voilà. Oui, non, j'aimerais bien mais j'ai pas le budget, je sais pas. Il y a une petite hésitation sur « j'aimerais bien, mais j'ai pas le budget ». On peut laisser quelques secondes le modèle évoluer. Thibaut Gressinger, Sébastien Boller, je ne sais pas si vous êtes encore là. Est-ce que vous voulez réagir à cette table ronde? Est-ce que vous voulez nous rejoindre sur scène? Ce sera aussi simple, hein. On va vous faire un peu de place. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que dans la salle, il y a des mains qui se lèvent pour poser des questions, en plus de toutes celles que j'ai vues? Mais alors, bravo Guillaume, belle... bah oui, sauf si quelqu'un dans la salle peut amener des micros. Sébastien nous rejoint aussi. Et donc, on va clôturer sur un oui à 89%. Il y en a quand même qui n'ont pas le budget, mais qui aimeraient bien. En tout cas, il n'y a pas de non. Comme quoi, hein. Thibaut, que vous inspire tout ce que l'on a vu dans cette table ronde? Non, ça m'inspire bien sûr qu'il y a une question à se poser sur à qui on s'adresse en termes de changement, et tu l'as bien rappelé, c'est-à-dire qu'on peut s'adresser très bien à un comité exécutif, qu'à des élus, et tout le monde est pris un peu dans ces difficultés à changer, donc il y a besoin d'un accompagnement à tous les échelons et toutes les échelles. C'est un point qui me semble important. Puis l'autre, sur la dimension de co-construction, en tout cas d'action collective, là, il y a beaucoup à faire. Et donc, j'évoquais tout à l'heure avec certaines d'entre vous un certain nombre de projets dessus, mais ça peut être aussi sur la première partie qui consiste à s'accorder sur un constat, déjà sur un territoire, à reconnaître une forme de responsabilité que chacun a, sans forcément de culpabilisation, mais en tout cas la part que chacun a dans ces problématiques. Donc ça nécessite quand même de mettre en commun des visions d'un territoire, parce que chacun
chacun finalement possède un petit bout de la problématique, mais il y a une difficulté à mettre tout en commun et à voir toute la systémie qu'il y a derrière. Donc ça, c'est un premier point, déjà de s'accorder sur un constat, de partager des éléments aussi de diagnostic, et puis aussi d'avoir des dispositifs. On en parlait avec une personne tout à l'heure, on travaille beaucoup par exemple avec des designers pour essayer d'imaginer des espaces d'interaction, de partage, de débat en fait, qui soient propices justement à la discussion et qui permettent d'arriver jusque la production d'un plan d'action. Et on peut très bien imaginer des sessions très très longues de discussion qui ne mènent absolument à rien. Et donc ça nécessite de se penser, de s'organiser. Et donc on a un certain nombre de projets là-dessus. Et puis un autre point aussi, c'est qu'on mène de plus en plus, et c'est peut-être une forme de contre-proposition par rapport aux approches plus nudge, ce qu'on va appeler des co-recherches, ou en tout cas des enquêtes collaboratives. Donc on va on va donner un micro à Sébastien aussi. On a plein de micros sur scène. Allez-y. Je finis assez oui, rapidement. Pardon. Ouais. On va en tout cas faire participer un ensemble de personnes, d'acteurs en fait dans le processus d'enquête, parce qu'on se rend compte qu'en fait quand on essaie de comprendre quelles sont les difficultés à un certain nombre de changements, on est tous dans la projection en disant quand on sera dans la situation, voilà ce qui est susceptible de bloquer. Sauf que dans les faits, on se rend compte que le diable, je disais tout à l'heure, est un petit peu dans les détails. Donc on a un projet par exemple où on a créé un panel d'une 40aine de foyers avec lesquels, durant quelques sessions, en travaillant avec des designers, des sociologues, des évaluateurs publics, réfléchis à quelles étaient les difficultés qu'eux rencontraient dans le quotidien, qu'est-ce qui était en dehors de leur marge d'action et qu'est-ce qui était dans leur marge d'action. On a été même jusqu'à faire un espèce de conseil citoyen sur, au-delà de l'échelle d'action de leur foyer, qu'est-ce qui pourrait être mis en place par les collectivités publiques. Et donc il y a un ensemble de dispositifs qu'on peut intégrer pour tenter finalement d'aller plus loin que le diagnostic. Et donc là, la dimension de participation, elle est clé. Mais j'insiste sur le fait qu'on peut faire de la participation sans en faire, ou que ça soit juste une marotte, parce que ça revient souvent. Et donc il y a un enjeu quand même à se doter d'outils, de compétences, de moyens qui ne sont pas uniquement nos compétences, mais de croiser les disciplines pour tenter de créer des espaces de construction qui soient vertueux et qui impliquent tout le monde. Et une fois qu'on a ces personnes qui sont engagées dedans, sur les dispositifs qu'on a mis en place, pas mal de personnes nous disaient nous on a continué à le faire et d'ailleurs on serait à l'aise à ce que vous nous réinterrogiez pour la suite. Donc il y a une forme aussi de valorisation de la mise en valeur de ces savoirs, de ces expériences quotidiennes, parce que chacun finalement a une voix au chapitre et chacun a une part de la solution. Donc il faut absolument valoriser ça et éviter de devenir en tant qu'observateur dire qu'est-ce qui se joue à la place des personnes. Il faut les outiller pour qu'ils soient à même de dépasser un peu les limites factuelles et de discours incantatoires et c'est dur en fait d'aller dans l'introspection, c'est le titre de la conférence, mais c'est dur de dépasser de s'auto-diagnostiquer, de savoir qu'est-ce qui bloque dans son propre changement. Donc là, il y a besoin de donner à voir en fait ces différents mécanismes. Merci. Sébastien Boller, après tout ce qu'on s'est dit ce matin, juste avant de prendre la question de monsieur, est-ce que vous aviez envie de réagir sur un point ? Oui, je crois que vraiment, moi, ce que j'ai entendu, il y a un mot qui m'a fait relever la tête. Enfin, c'est pas que j'écoutais pas, mais il y en a vraiment qui. C'est l'action. C'est vrai que, et notamment par rapport à l'éco-anxiété, en fait, j'ai toujours constaté et les premières études sur la façon dont les personnes atteintes d'éco-anxiété arrivent à s'en sortir, c'est systématiquement quand elles passent à l'action. Et il y a quelque chose de paralysant dans le simple constat. Et à partir du moment où la personne engage une action même modeste, il se recrée une cohérence en fait et un fil temporel qui permet de connecter l'action au temps t, au résultat cohérent au temps t plus 1, t plus 2. Et je crois qu'on est fait pour ça. Et si je reviens, parce que je fonctionne d'après le principe de l'économie des hypothèses, à cette histoire de dopamine et de plaisir, je rajouterais qu'en fait, ce circuit dans notre cerveau ne sont pas faits que pour jouir de ce qui est sucré ou de ce qui est distrayant, mais sont faits pour aussi se projeter dans un avenir et imaginer des récompenses futures. Il y a une dimension projective dans ce système cérébral dont nous sommes tous dotés, et c'est le ressort de l'action. Et il y a mon moyen, je crois, de libérer l'énergie du cerveau en montrant, c'est ce que disait Guillaume, toujours un futur, un but. Et qu'une fois qu'on sait retracer le chemin pour aller du temps présent au futur à travers une série d'actions cohérentes, à ce moment-là, le plaisir est au rendez-vous et l'apaisement aussi. Et ces zones du sens sont aussi mobilisées. Et la difficulté, je crois que c'est de faire le premier pas et c'est de justifier une action qui soit créative, parce que la plupart de nos actions au quotidien sont routinières et sont consommatrices. Et on a peut-être oublié un petit peu ce que c'est que de
de se lancer dans une action qui va vers un futur nouveau. Mais en tout cas, ça correspond vraiment à l'économie cérébrale. Vraiment, c'est peut-être qu'une question de déclic, une fois de plus, pour proposer à tout un chacun, non pas d'être dans des cycles de vie routiniers, mais dans l'attente de quelque chose. Notre cerveau est une machine à projeter des attentes et à imaginer des moyens de les accomplir. Il y a depuis maintenant une quinzaine d'années tout un domaine des neurosciences qui est en pleine explosion, qui est l'étude de ce que fait notre cerveau quand on ne fait rien. Et on s'aperçoit que quand on ne fait rien, alors il commence à vagabonder, c'est ce que Laurent Petit appelait le réseau par défaut. C'est le réseau de l'imaginaire. Alors c'est un réseau qui peut aller vers la rumination, effectivement, dans l'affect négatif, mais aussi dans la créativité et dans la capacité d'imaginer des états futurs qui vont nous apporter du plaisir. Et notre cerveau fait ça inconsciemment. Alors souvent, on ne sait pas trop comment le guider, alors ça peut être déplaisant, donc on préfère avoir une récompense tout de suite, ça règle le problème. Mais quand on accepte de divaguer comme ça et de retracer virtuellement les chemins qui nous amènent vers un futur désirable, on va dans la créativité, et si après on a des solutions pour y arriver, à ce moment-là, on s'accomplit vraiment pleinement. Donc l'action, voilà, pour réduire l'éco-anxiété. Merci, merci Sébastien Boller. Alors nous avons une question, je crois qu'il n'y en aura pas beaucoup, monsieur, alors vous portez la question de la salle. Hein. Alors, je trouve remarquable cette table ronde et la précédente qui aborde frontalement des questions gênantes que souvent on n'arrivait même pas à voir. Néanmoins, au cœur, je me demande s'il ne reste pas une grosse tache aveugle. Parce que si on passe en revue tous les changements, parfois brusques, qu'acceptent des millions de gens, des milliards au cours des dernières générations. On n'a pas besoin de remonter à Jeanne d'Arc et sa soudaine illumination, ni même de prendre le cas extrême de comment on se débarrasse de son conjoint, qui est une décision souvent subite, difficile, très profonde, très intime, mais c'est vrai que parfois elle mûrit pendant quelques décennies. Mais si on prend tout le reste, ça sent le vécu, les changements d'habitudes alimentaires, les changements vestimentaires, les changements, la mutation du travail à distance, le passage au web, etc. Bon, certaines choses comme les migrations sont faites sous l'effet de la contrainte ou l'exode rural, mais il y a quand même beaucoup de choses. Quand on voit un pays comme le Brésil qui en quelques années passe du catholicisme au protestantisme, on est quand même assez sidéré de la capacité de millions de gens d'extirper des comportements très anciens, très profonds et vitaux pour d'autres comportements. Donc il y a quand même quelque chose qui coince avec le climat, et je ne suis pas sûr que malgré ces fabuleuses tables rondes qui sont vraiment très novatrices, je les trouve, qu'on arrive à répondre à cette question. Eh bien, écoutez, merci pour votre intervention. Je ne sais pas si c'est la note sur laquelle on voulait terminer, mais enfin bon, en tout cas, c'est une note. Je vais laisser... Alors, on a besoin d'influenceurs, hein, c'est ce qui est dans l'application. On a besoin d'influenceurs. Sébastien Boller, les intervenants, Jean-François Caron. Donc, comme on a besoin d'influenceurs, je vais laisser la parole à Jean-François Caron pour terminer. Et voilà... Oui, non, je vais juste faire trois phrases sur trois choses qui m'ont marqué. Du coup, la première sur la question de l'action. Par rapport à ce que vous venez de dire, moi, ce qui me frappe, et je reprends mon expérience personnelle de population décrochée qui arrive progressivement à se mettre en mouvement, c'est que on n'est pas bien dans la phase de décrochage, mais vous l'avez dit, on l'a dit depuis ce matin, on n'est pas bien dans la phase de décrochage qui est la nôtre actuellement. On n'est pas très glorieux de ce qu'on fait collectivement en termes d'humanité, notamment par rapport à cette question. C'est en arrière-plan quand même. Bon. Et le fait de se mettre en action, même sur une petite chose, c'est le terme retrouver prise, prendre prise au sens, au multiple sens du terme. C'est-à-dire que même si j'ai un petit bout, voilà, je commence à être en action. Et ça, moi, j'observe que c'est extrêmement vertueux. Et on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la transformation du tout. Déjà, quand on a commencé à reprendre prise, on se met en chemin. Et ça, c'est une chose qui frappe dans les villes. Je profite pour saluer la ville de Malonnet, qui est là avec Laurent Fussien. Dans les villes qui ont réussi ça, cette question-là, elle est très présente. Des petits bouts, mais on a trouvé prise. La deuxième chose, sur la mise en récit, j'aurais aimé avoir beaucoup de débats parce que nous, on dit mise en récit, on ne dit pas récit. Et ce qui est intéressant dans la mise en récit, nous semble-t-il, c'est la question
du caractère inclusif, de où moi je suis, de comment moi je vis les choses et la transition, et comment moi je me projette. Et quand on fait ces mises en récit collectives inclusives, apparaît un méta-récit par une construction collective qui du coup fait interagir les gens. Je reviens à cette question de capacitation, c'est-à-dire que en fait il faut qu'on se transforme tous un petit bout pour avancer. Et la troisième chose qui c'est encore plus court, c'est que finalement on s'aperçoit que ces accompagnements-là, c'est high-tech. C'est tout sauf se réunir et dire, bon, voilà, on va discuter. Je dis souvent, hein, si on dit, tiens, on va discuter de l'avenir du territoire, on se réunit, mais ça va juste être un joyeux bordel. Tout le monde va lever la main et dire, moi, j'ai la solution. Bon, donc le processus, là, je trouve, qui sort de cette table ronde et de vos apports experts, c'est que c'est high-tech, tout ça. Et que le modéliser dans la façon de faire monter les gens dans le bateau, de construire les processus de mise en mouvement, de décantation de ces étapes, enfin, il y a un vrai sujet. Sous-entendu, les ingénieries techniques sont évidemment très importantes, mais les ingénieries sociétales sont majeures. Et de ce point de vue-là, notamment, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, le pair à pair est extrêmement précieux. Les élus parlent aux élus, les directeurs généraux des services parlent aux directeurs généraux des services, et les DST, pareil, pour ceux qui sont dans les collectivités, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça fait apparaître tout un champ de nouvelles ingénieries de la transformation. Eh bien, merci, monsieur l'influenceur pour le climat, comme on vous a interprété. Merci à vous, un grand bravo. Merci, c'était absolument passionnant. Je vous donne rendez-vous à 14h pour une après-midi d'échange, pour ceux qui sont en plénière, en tout cas, pour les ateliers de l'après-midi, les plénières de l'après-midi. Excellent déjeuner à tous.